Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, journaliste, reporter, visage phare de BFM TV avant d'épouser LCI et puis TF1. Thomas Mizraki vient de sortir son premier livre, Le Dernier Soir, qui illustre le suicide assisté, un livre écrit comme une lettre à couper le souffle. C'est aux éditions Grasset, on en parle dans un instant. Un échange suivi de mon coup de cœur à 16h05. Thomas Poisson sur Radio J, l'occasion de découvrir nos invités en direct sur Radio J et radioj.fr. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Thomas Mizraki. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. On va bien sûr découvrir votre actualité. J'ai même envie de dire un petit peu l'actualité ensemble dans un instant pour découvrir aussi qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. C'est un petit peu l'ADN de cette émission. Mais pour ce faire, je vais vous demander 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? Très difficile. Patient, impatient et curieux. Impatient et curieux. Voilà, vous voyez, je fais ça bien, je note tout. On va voir si ça colle avec votre personnalité tout au long de cette émission. Et alors, le début, toujours le début. Thomas Mizraki, vous êtes né en 72, si mes comptes sont bons. 71. 71. C'était presque bon. Vous avez 52 ans, je crois savoir. Ça, c'est ça. Quel genre d'enfance vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? J'ai eu une enfance très heureuse. J'ai grandi à Marseille, dans le 5e arrondissement, avec ma mère. Et voilà, c'était une enfance modeste, mais qui ne manquait de rien, entourée de mes cousins, mes cousines. Je voyais aussi mon père et sa famille régulièrement. J'ai eu une enfance dont je ne peux pas me plaindre. Vous ne pouvez pas vous plaindre de cette enfance. Je comprends qu'il y a une séparation entre un papa et une maman, donc j'entends bien cela. Est-ce qu'il y a une éducation religieuse, pas religieuse du tout ? Non, il n'y a pas eu d'éducation fondamentalement religieuse. La religion était présente dans mon enfance, mais elle était discrète. Des deux côtés de ma famille, il y a des personnes de confession juive, il y a des personnes de confession catholique, et donc j'ai toujours eu ce mixte entre les deux, ce qui m'a permis, moi, de me poser beaucoup de questions assez tôt. Pour vous donner une petite anecdote, on avait un chandelier de Hanouka à la maison et une crèche avec le petit Jésus et la petite rivière en papier alu qui va bien. Donc ça, c'était présent avec le sapin de Noël. On faisait tout, si j'ose dire, ou on faisait rien plutôt. C'était surtout ça. C'était un mixte de tout ça. Et c'était un mixte utile parce que ça m'a permis, moi, de me poser des questions sur la religion, sur Dieu, ce en quoi je croyais, ce que je ne croyais pas, les choix qu'il faut qu'on fasse quand on devient un peu plus vieux, quand on arrive à l'adolescence, quand on devient adulte. Donc tout ça, pour moi, ça a été très utile. Et quelle réponse vous avez trouvée ? Ma réponse à moi, ça a été une réponse... j'ai décidé, alors pardon pour ceux qui croient en Dieu, moi j'ai décidé que je n'allais pas y croire parce que j'ai vu la religion comme quelque chose de formidable, de structurant. Quelque chose qui peut aider ceux qui en ont besoin, qui peut donner un cap, quelque chose qui est important pour la cohésion d'une société, d'une famille. Mais je n'ai pas fait le choix de croire que tout cela avait été créé, je schématise un peu, évidemment, pardonnez-moi, mais en quelques jours et que l'évolution n'avait pas eu lieu et que voilà. Donc j'avais ce côté un peu rationnel, je voulais comprendre les choses, je voulais essayer de comprendre comment on était ce qu'on était, nous humains, mais aussi pourquoi la religion était ce qu'elle était, quelle place elle avait pris dans nos vies à tous, comment elle avait aidé l'humanité à se faire. Et indéniablement, là, les religions ont été structurantes, mais voilà, moi j'ai fait le choix, c'est un choix personnel évidemment, mais de me dire qu'il n'y avait pas de Dieu. Alors ça serait formidable si on avait un, mais moi je pense qu'il n'y en a pas. Voilà. On le saura peut-être un jour. Peut-être. Dans votre structure justement, Thomas Mizraki, quand vous êtes petit, vous êtes quel genre de petit Thomas et quelles sont vos passions ? J'adore le foot. J'adore le foot parce que je suis Marseillais, donc j'en fais beaucoup et c'est quelque chose. Supporter de l'OM ? Non, pas vraiment. Enfin, c'est arrivé très tard l'OM parce qu'en fait j'ai commencé à supporter ou à soutenir l'OM plutôt. Lorsque je suis arrivé à Paris, dans l'une des rédactions où j'étais, où on était très peu de Marseillais, donc les Parisiens
nous charriait évidemment. Donc du coup, il y a eu cette petite opposition. Mais très sincèrement, je ne suis jamais allé au Stade Vélodrome pour voir un match de foot. J'y suis allé pour des concerts, j'y suis allé pour voir le pape récemment, pour le travail, je précise. Et voilà. Mais non, voilà. Donc passionné de foot, très heureux à mon école. J'avais beaucoup de copains. Qu'est-ce que je peux vous dire sur mon enfance? Non, assez joyeux. Je sais pas si j'avais beaucoup de passion en fait. Moi, je suis pas quelqu'un de voilà, j'ai pas de passion, je m'intéresse à tout, je suis curieux. La passion du métier, peut-être, on va y venir tout de suite. Vous passez un bac, vous sortez diplômé de Sciences Po Aix et de la London School of Economics and Political Science dans les années 90. Et puis d'abord un début de carrière en Angleterre qui va durer un bon bout de temps avec un stage à la BBC, Rapido TV, ITN, avant d'être embauché en tant que reporter freelance pour Canal+, en tant que reporter et correspondant pour la première partie de l'émission Nulle part ailleurs depuis Londres. On vous donne quand même votre chance très tôt. Oui, alors ça, ma chance a surtout été d'être en Angleterre dans les années 90 parce qu'en France, c'était très difficile de trouver du travail. C'est ça. Et il y a quelque chose en France. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant, mais ça l'était à l'époque. En tout cas, on regardait beaucoup les CV, ce que vous aviez fait. C'était difficile, par exemple, de devenir journaliste si vous n'aviez pas fait d'école de journalisme. En Angleterre, on était beaucoup plus pragmatique que ça. On regardait plutôt l'envie, la capacité de travail, l'énergie des gens. Et donc, j'ai fini mes études là-bas. Et j'ai commencé à travailler là-bas et dans les endroits où j'ai travaillé, à la BBC, à Rapido, à ITN après, j'ai su faire mes preuves, mais alors évidemment je ne savais rien faire correctement. Mon premier job c'était de classer des disques à la BBC, donc pour vous donner une idée, c'était quand même pas très glorieux, mais en revanche les gens vous faisaient confiance, voilà. Les gens vous jugeaient sur ce que vous faisiez, pas sur ce qu'il y avait sur votre CV. Et ça m'a beaucoup aidé. Moi je suis dans la pratique en fait. Je suis pas quelqu'un d'intellectuel, je suis quelqu'un qui fait les choses. Et ça a toujours été comme ça. Et donc, j'ai eu du bol de commencer par l'Angleterre. Je suis parti 1 an là-bas, j'y suis resté 7 ans. Et après, je suis parti à New York et dans la foulée, quoi. C'est ça, vous allez partir à New York. À 23 ans, d'abord en 95, vous intégrez les équipes de la chaîne Bloomberg TV, puis vous présentez à Londres à la matinale, présentateur, puis à New York pendant, je crois, près de 10 ans. Alors 5 ans à New York. 5 ans à New York et 9 ans voilà, c'est ça. En tout, ça exactement. 4 ans à Londres, 5 ans à New York. Ouais. Exactement, avec une spécialisation sur l'actualité américaine et britannique. Est-ce que ça vous a passionné? Alors, ce qui m'a passionné, c'était de découvrir des mondes que je ne connaissais pas. Bloomberg, c'est une agence financière, donc je me suis retrouvé journaliste économique. J'avais quelques bases, évidemment, avec mes études, mais j'ai découvert des choses fascinantes, un monde fascinant. On était à la fin des années 90, au début d'Internet, dans les années 2000. Je suis allé travailler à Wall Street. Il faut quand même se souvenir que moi je viens de Marseille, du 5e arrondissement, dans un milieu où tout ça était à des années-lumière. Donc moi je me souviens quand je me réveillais à New York et que j'allais au boulot tous les matins travailler à Wall Street, je souriais comme un abruti en me disant mais qu'est-ce que tu fous là? Tu n'as pas ta place ici. J'ai toujours probablement mais ce syndrome de l'imposteur et c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était un apprentissage constant. Tout ce que je voyais m'apprenait quelque chose. Donc j'étais sollicité. Encore une fois, Londres, c'était la fin des années 90, la fin des conservateurs, l'arrivée de Tony Blair, des travaillistes, donc il y avait une énergie pas possible. New York, je suis arrivé à un moment clé, puisque c'était juste avant les attentats du 11 septembre. Donc j'ai mis à ce moment-là de ma vie un pied dans l'histoire. Et quand on fait ça, après, on a du mal à l'enlever, ce pied. C'est ça. Et c'est ce qu'on va voir parce que vous allez aussi devenir correspondant pour Radio Classique depuis New York avec une expérience dans la radio qui va suivre ensuite avec BFM Business. À la création de la chaîne BFM TV en 2005, vous faites partie des journalistes appelés à présenter les informations à l'antenne et vous allez tout faire pendant près de 16 ans. Toutes les émissions quasiment, la matinale avec BFM Matin, le midi avec Aujourd'hui le Monde, le soir avec Info 360, le week-end avec une émission de reportage sur le terrain, 7 jours BFM. Qu'est-ce que vous avez préféré faire? Mais j'ai surtout envie de dire, est-ce qu'il y a une actualité précise, 2, 3, qui vous ont marqué, des temps forts, des moments incroyables d'antenne comme on peut en vivre souvent?
Vous vous rendez compte, tout ce qu'on a vécu, c'est quoi? Ces 25 dernières années, ces 30 dernières années, le monde a changé, le monde a été bouleversé. Donc, c'est difficile de me rappeler des moments particulièrement forts à l'antenne. Je sais que j'étais à proximité des tours le 11 septembre, donc évidemment, j'ai vécu ces attaques-là. À New York, j'ai aussi un souvenir merveilleux. J'ai eu la chance de survoler la ville quelques années plus tard pour BFM TV à bord d'un Alpha Jet de la patrouille de France. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie jamais dans une carrière. Après, voilà, 10 ans après les attentats du 11 septembre, ou 10-12 ans, je suis allé en Afghanistan pour couvrir cette guerre. Ça aussi, c'était un moment très très fort. Voilà, tous les soubresauts de notre époque ces dernières années que j'ai eu la chance de couvrir m'ont apporté des choses, pas forcément des choses tristes. D'ailleurs, moi je me souviens du mariage de Kate et William à Londres. C'est un souvenir merveilleux que j'ai couvert avec Louise Ekland à l'époque, et je peux vous dire qu'on a passé une semaine en Angleterre à s'éclater. Désormais, on vous trouve sur TF1 en tant que grand reporter, sur LCI à la présentation. Il y a eu un départ en Russie. En Ukraine. En Ukraine. Ouais. Est-ce que vous avez gardé un souvenir, vous parlez de la Russie dans votre livre et de l'Ukraine aussi. Est-ce qu'il y a des souvenirs marquants? Parce que vous parlez notamment de corps, vous parlez de choses assez marquantes dans votre carrière. Oui, bon, on va pas rentrer dans les détails ici, mais quand on couvre une guerre, il y a forcément des morts et on voit des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Après, ça fait partie de la guerre, ça fait partie des choses auxquelles il faut s'habituer. Moi, ce que je vous raconte là, tous les reporters qui sont allés sur des terrains de guerre le savent, le vivent au quotidien. Moi, je suis pas un reporter de guerre, je suis un grand reporter qui a eu l'occasion de faire des guerres en Afrique, en Asie, en Europe maintenant. Et voilà, donc oui, forcément il y a des choses qui sont pas forcément toujours très drôles dans ces moments-là, mais c'est aussi ça permet de comprendre beaucoup de choses sur la nature humaine, sur nos fonctionnements. Et c'est un peu terrible ce que je vais vous dire, mais c'est aussi ce qui fait le sel de ce métier, c'est-à-dire qu'on fait ce métier aussi pour ça, pour aller raconter ce qu'on voit, pour aller raconter la vie des gens, leur bonheur, leur malheur, leurs espoirs, leurs difficultés. Et c'est ce qui est formidable dans ce métier, même sur les terrains de guerre. Thomas Mizrachi, vous venez alors de sortir votre premier livre qui ne parle pas précisément de votre métier de journaliste, mais qui évoque une rencontre faite dans ce cadre, née d'une curiosité personnelle à la découverte de celle que vous appelez Sylvie et qui revendique son droit à mourir dans la dignité. Racontez-nous cette rencontre. Je travaillais à BFM à l'époque, j'avais une émission qui s'appelait 7 jours BFM, et dans cette émission, à la fin de chaque émission, on avait ce qu'on appelait la rencontre. Donc j'allais à la rencontre d'une personne qui faisait l'actualité. J'avais vu sur un site, un réseau Combini, pour ne pas le nommer, une interview d'Hugo Clément avec cette dame. Et j'avais écouté. On peut dire qui elle est? Oui. Jacqueline Jankel. Voilà, le Monde a fait son enquête et a sorti son nom, donc j'ai plus de raison de ne pas la nommer, mais j'ai vu cette interview et j'ai eu envie moi aussi de lui poser des questions, alors peut-être façon moins Combini, plus BFM à l'époque. J'ai trouvé son numéro, je l'ai appelé, on est allé faire l'interview chez elle et voilà, c'est une dame qui m'a tout de suite impressionné, que j'ai eu envie de connaître un peu plus. Donc voilà, je l'ai rappelé, on est allé boire un café, puis on a déjeuné, puis on a dîné, puis on est devenus copains, puis amis, puis on est partis en vacances ensemble, puis j'ai rencontré sa famille, et puis un jour elle m'a dit, écoute, voilà, moi tu le sais, je veux partir un peu plus tôt et je veux partir dans mes termes. Je veux procéder à un suicide assisté, tout est prévu, ça va se faire en Suisse et j'aimerais que tu sois là le jour où ça se passe. Et donc je lui ai promis ce jour-là que je serais là évidemment pour elle ce jour-là et que je l'accompagnerai jusqu'au bout, sauf qu'évidemment ça ne s'est pas passé en Suisse. Ça s'est passé à Paris. C'est aussi l'histoire d'une amitié. C'est un livre très bouleversant parce qu'il est écrit sans chapitre, d'une traite, d'une manière très très dense. C'est le récit d'un dernier soir qui a marqué certes la fin d'une vie, mais qui a peut-être aussi, et sans doute, beaucoup marqué la vôtre. Oui, bien sûr, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que je commençais à oublier cette histoire. Je l'ai écrit l'été dernier, ce livre, sur mon iPhone.
les notes iPhone, vous voyez. Et une fois cette histoire écrite, je l'ai envoyée comme ça. J'ai envoyé la note par mail aux 2 éditeurs à qui je l'ai envoyée. Et voilà, je commençais à oublier les détails de cette soirée. Cette soirée, elle a eu lieu en mars 2022. Et elle commençait à s'évaporer. Et je me disais, alors, j'ai pas écrit ce texte pour le publier initialement. Je l'ai publié après en avoir parlé avec des amis. Mais je me disais que d'une manière ou d'une autre, cette soirée-là, j'allais la raconter un jour. Je ne savais pas comment, je ne savais pas dans quel cadre, je ne savais pas pourquoi. Ce qui est sûr, c'est qu'il fallait pas que j'oublie. Et donc, c'est comme ça que ce livre a été écrit en 2 mois. C'est une promesse que vous faites. Forcément, vous voulez raconter cette histoire, ne pas l'oublier. Est-ce que ces enfants vous ont demandé au préalable de leur raconter ce qui s'était passé ou ils l'ont découvert en lisant votre livre? Non, l'un d'entre eux m'a demandé. Yuri. Ouais, Yuri, avec qui je suis ami, m'a demandé de lui raconter ce qui s'était passé cette soirée-là, et je l'ai vu 2-3 jours après sa mort. Et donc je lui ai raconté. Alors évidemment, je lui ai pas raconté tout ce que je raconte dans le livre parce qu'on s'est retrouvé à un café et que j'avais une médaille à lui remettre que je lui ai remis. Et voilà. Mais à aucun moment, déjà à ce moment-là, je pensais que j'allais raconter cette histoire-là, que j'allais en faire un livre. Et pour les 2 autres, non, ils m'ont pas demandé parce que il y en a un que je connais pas. L'autre, je l'ai croisé à quelques reprises, mais on n'est pas proches. Donc le seul à qui j'ai raconté cette histoire et ces dernières heures, c'est à celui que j'appelle Yuri, oui. Alors comment ça commence? Je ne sais pas si vous croyez au hasard ou pas, Thomas Mizrachi, mais en tout cas, vous appelez Sylvie, vous venez de revenir d'Ukraine. Ouais. Et puis là, elle vous dit, c'est ce soir. Exactement. En fait, j'étais parti en Ukraine, j'ai fait 7 ou 8 missions là-bas et c'était l'une de ces missions et je revenais et je l'avais pas eu au téléphone depuis 3 semaines ou 1 mois et donc j'appelle comme on appelle pour prendre des nouvelles de quelqu'un et effectivement quand j'appelle, elle me dit écoute, c'est ce soir, voilà, est-ce que tu viens? Alors, je comprends tout de suite ce qu'elle me demande, je me souviens de ma promesse. Et je lui dis que oui, je vais venir et je serai là. Alors, je ne sais pas, au moment où je lui dis que je viens, d'abord si elle va aller jusqu'au bout. C'était déjà arrivé qu'elle vous dise elle avait alors non, c'était pas arrivé qu'elle me dise c'est ce soir. Ce qui était arrivé, c'est qu'elle se fixe une date et qu'elle repousse. Parfois pour de bonnes raisons, parfois peut-être parce qu'elle avait juste peur. Donc c'était même devenu une sorte de motif de plaisanterie entre Yuri et moi. Lui, ça le faisait rire à chaque fois qu'elle donnait une interview à un journaliste en disant voilà, ce sera au mois de juillet ou ce sera au mois d'août, ce sera au mois de septembre, parce qu'il disait tu verras ce qui va se passer à tous les coups, elle va repousser le truc. Donc j'avais cette petite incertitude là, mais le ton était différent. Voilà, et puis c'était une amie, et puis je lui avais promis, et puis j'avais envie de la voir, et puis voilà, je savais que en dehors de quoi qu'il puisse se passer dans cette soirée, il fallait que voilà, je pouvais pas ne pas y aller, quoi. Pas manquer ce rendez-vous. Alors vous allez aller chez elle, rue du Bac, vous allez boire de la vodka tous les deux, oui, dans des petits verres. Oui, alors on s'est pas bourré la gueule comme on dit. Non, c'est vraiment. Elle avait souvent de la vodka chez elle. Voilà, et elle aimait en boire dans des tout petits. De façon très conviviale. Oui. Manger des blinis avec du saumon. Oui. Ou pas, je sais plus. Selon le souvenir du moment. Et le protocole, il est très rapide, Thomas Mizrachi. Écoutez, alors pour des raisons légales, je ne vais pas vous dire exactement comment les choses se passent parce que vous pourriez avoir des ennuis, et moi aussi, et c'est pas l'objet de cette interview. C'est un moment particulier. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir du moment où cette phase-là a débuté, là, moi, dans cette soirée, j'ai compris qu'elle allait aller jusqu'au bout. Voilà, là, j'avais plus de doute sur la question. Évidemment, le cadre change quand on se rend compte que cette soirée va se terminer de manière définitive pour l'un d'entre nous. Donc,
Et évidemment, l'atmosphère change, on pense à beaucoup de choses, on commence aussi à avoir peur, on pense à tout ce qui peut ne pas se passer correctement ou pas bien se passer dans le cadre de ce qui est l'objectif de la soirée. Donc là, effectivement, c'est quelque chose de particulier. Après, si c'est votre question, dans ce cas de figure, la mort se déroule généralement assez sereinement, quand les choses sont faites correctement et assez rapidement. De ce que vous écrivez, en tout cas dans le livre, c'est très rapide dans le sens où j'indique que c'est un petit flacon, de la poudre, de l'eau, des petits gâteaux, et puis très vite, le cœur s'arrête. Ça, je pense qu'on peut quand même se le dire. On est en retard sur le sujet aujourd'hui en France, Thomas Mizrachi, mais c'est une question de semaines, de mois. Il y a eu en tout cas une promesse, celle qui a été faite à Lino Renaud, que j'ai envie qu'on écoute. Il m'a promis qu'il le ferait. Donc, si c'est une question d'attendre, il le fera sûrement avant la fin de son mandat. Parce que c'est impossible de voir des gens que l'on sait en fin de vie. Vraiment, il n'y a plus rien à faire. De les voir souffrir. Mais souffrir, c'est difficile. Il faut y réfléchir. Mais je compte sur les grands de ce monde pour réfléchir pour moi. Voilà ce que Lino Renaud dit. Là, je suis en train de vous parler. Je vois que Michel Jonas, lui, qui vient de sortir ce film Maison de retraite 2, dit que lui, il ne finira pas ses jours en maison de retraite. Cela laisse entendre quelque chose. Je crois que c'est aussi votre souhait, Thomas Mizrachi, peut-être né de cette curiosité au départ, vous dire que vous ne laisserez pas le temps faire les choses avec une décision à 75 ans, partir. Vous la maintenez aujourd'hui ? Oui, alors deux choses. D'abord, j'ai eu la chance de rencontrer Lino Renaud et c'est quelqu'un d'extraordinaire. Ça, il faut le dire parce que c'est une grande dame. Deuxième chose, il faut vraiment différencier, c'est très important. Ce que fait la personne que j'appelle Sylvie dans mon livre et qui se donne la mort à 77, 78 ans, alors qu'elle n'est pas malade réellement. Elle a des petites polypathologies liées à la vieillesse, c'est-à-dire des douleurs, des mains qui tremblent, des trous de mémoire, mais rien qui n'empêche de vivre véritablement. Et ce que demande Lino Renaud, ce que demande la DMD, ce que je souhaite aussi, qui est en France l'instauration d'une loi qui propose une euthanasie active et non pas passive comme c'est le cas actuellement. Voilà, donc ça il faut bien différencier les deux choses. Me concernant, encore une fois, moi je suis là sur la même longueur d'onde que celle que j'appelle Sylvie dans mon livre, c'est-à-dire que oui, j'ai décidé de mettre fin à mes jours dans un laps de temps bien défini, en l'occurrence 75 ans, alors ça peut être 76, 77, je ne sais pas où j'en serai dans 23 ans, mais voilà, on va me dire que c'est tôt, on va me dire que je peux être en bonne santé à cette époque-là, c'est l'idée, justement. L'idée, c'est de se dire, de partir au moment où on a encore toutes ces capacités physiques, psychologiques, et de ne rien laisser à ce début de vieillesse. Que les choses soient bien claires, il n'y a aucun prosélytisme là-dedans, je n'encourage personne à faire ça. C'est un choix personnel. C'est un choix éminemment personnel et il n'y a pas de... moi, je ne prône rien. Voilà, j'ai raconté une histoire dans ce livre, je vous donne mon sentiment à moi, ce que je souhaiterais faire, j'espère que je serai en capacité de pouvoir le faire. Peut-être que je ne serai plus en capacité de le faire d'ici 23 ans, bien avant, je ne sais pas, on verra bien. Mais voilà, c'est mon souhait personnel, c'est quelque chose que j'ai toujours souhaité depuis très longtemps. Et voilà, il faut bien que les gens comprennent qu'il y a aucune forme de prosélytisme dans tout ça. On l'entend bien, Thomas Mizrachi. On continue à parler avec vous dans cette émission. Dans un instant, on poursuit également avec mes chroniqueurs qui nous rejoignent pour découvrir les goûts culturels de notre invité. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etani Belaïch. Bonjour Ethanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. La police s'enquête sur une explosion de drone dans le nord d'Israël. Un engin qui a touché ce matin un terrain vague près de la localité d'Arbel en Basse-Galilée. Dans ce contexte, plusieurs routes de la région ont été fermées à la circulation.
L'État hébreu menace de mettre à exécution son offensive à Rafah dans le sud de la bande de Gaza sans la libération des otages avant le Ramadan, soit au plus tard le 10 mars. Et cela en dépit des pressions internationales. Le ministre des Finances Bezalel Smotrich a appelé le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou à annuler les accords d'Oslo pour, je cite, dissoudre complètement l'autorité palestinienne. Le chef de l'opposition israélienne Yair Lapid a lui déposé un projet de loi pour supprimer les aides d'État aux déserteurs de l'armée. L'État ne peut tout simplement pas continuer à verser de l'argent à ceux qui échappent au service militaire, s'est-il indigné à la Knesset. Les proches du défunt meneur de l'opposition russe, Alexei Navalny, ont été privés d'accès à sa dépouille aujourd'hui pour le 3e jour consécutif. Son épouse Yulia Navalnaya rencontre cet après-midi à Bruxelles les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne pour parler de la répression en Russie. L'Union européenne, justement, annonce l'ouverture d'une enquête contre le réseau social TikTok pour des manquements présumés en matière de protection des mineurs. Les inquiétudes du gendarme européen du numérique portent en particulier sur la transparence de la publicité, l'accès aux données pour les chercheurs, mais aussi sur des contenus préjudiciables. Enfin, en France, le ministre des Comptes publics, Thomas Cazenave, révèle la mise en place dès cette année d'une participation forfaitaire des salariés au compte personnel de formation, le CPF. La mesure fait partie des 10 milliards d'économies supplémentaires dévoilées hier par le ministre des Finances, Bruno Le Maire. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et on poursuit notre émission avec mon invité Thomas Mizraki et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité Thomas Mizraki, venu nous voir aujourd'hui pour son livre Le Dernier Soir, sorti aux éditions Grasset. Je vous vois en train de me regarder, Thomas Mizraki. Ouais. Il y a plein de questions là. Non, je regarde comment vous faites. Voilà, j'essaie d'apprendre un peu. Ah ouais, j'ai rien à vous apprendre, je vous assure. Je suis très émue parce qu'il y a une lettre dans ce livre-là qui est une lettre qui me fait rebondir par rapport à cet échange que nous venons d'avoir où vous dites pas de prosélytisme. Et si je puis me permettre, je voudrais lire juste quelques lignes de cette lettre que Sylvie a laissée et qu'elle a adressée au temps dans un premier temps. Quand vous lirez ces lignes, je serai morte. J'ai décidé de mourir. J'ai décidé de mourir. Et j'ai pu le faire librement. Cela fait des années que j'ai fait ce choix. Ce n'est pas un choix récent. Il n'a pas été fait sous contrainte. Ce n'est pas une fantaisie, pas une folie du moment. Je ne succombe à aucune mode, à aucune tendance. Les débats et les discours de l'époque n'ont influé en rien dans mes choix et sur mes prérogatives. Depuis que vous lisez ces mots, je ne suis plus une militante, plus un symbole. Je suis un cadavre. Froid, probablement sans âme, un tas de chair et d'os, le cadavre que je voulais devenir. Je ne représente plus rien, je n'impose rien à personne, je ne fais aucun prosélytisme. Je ne cherche à convaincre personne de faire comme moi. Ma mort a été un engagement personnel, un choix réfléchi, une décision que j'ai mûrie pendant des années. C'est avant tout une démarche intellectuelle et c'est comme ça qu'elle doit rester, Thomas Mizraki. Oui, j'écris aussi, elle est témoin avec 25 ans d'avance. Alors ce texte-là, ce n'est pas le vrai texte qu'elle a envoyé au temps, c'est un texte que j'ai écrit parce qu'on a beaucoup discuté. Ce que je raconte dans ce livre, le récit que je fais de cette soirée, il y a beaucoup de choses, de conversations que nous avons eues ensemble, que j'ai retranscrit. J'ai retranscrit toutes ces conversations parce qu'évidemment dans cette soirée en quelques heures on ne pouvait pas s'être dit tout ça. Il y a des choses qui se sont passées effectivement ce soir-là en termes de conversation, des aveux, des confessions qu'elle me fait, ça c'était ce soir-là. Pour le reste, j'ai dû retranscrire les heures et les heures de conversation qu'on pouvait avoir tous les deux. Mais c'est ce que je vous disais,
elle milité véritablement. Elle était dans l'acte militant. C'était moi le titre que j'avais donné au texte en l'envoyant à Grasset. Ça s'appelait Un acte militant. C'est eux qui ont trouvé le titre le dernier soir. Christophe Bataille, mon éditeur. Et voilà, c'est la seule véritable différence entre celle que j'appelle Sylvie et moi, c'est que moi je ne suis pas militant. J'ai pas cette force, j'ai pas son courage. Je ne suis pas un porte-drapeau, je ne veux pas être un porte-drapeau de quoi que ce soit, et notamment de cette cause. Moi, ce que je voulais, c'était raconter cette soirée pour lui rendre hommage, parce que j'ai aimé cette femme comme on aime une amie, parce qu'on avait une relation particulière, parce qu'on était d'accord, me semble-t-il, là-dessus, en tout cas, sur beaucoup de choses, et que j'ai été vraiment, comment dirais-je, ébahi par sa force, voilà, et que je l'admirais beaucoup et que je ne voulais pas qu'on oublie ce combat. Est-ce que ce combat, c'est moi qui le porte aujourd'hui? Je ne peux pas vous dire. En tout cas, si c'est le cas, je ne le porterai pas de la même manière. Je n'irai pas essayer de convaincre tout un chacun là-dessus. Encore une fois, je vous le dis, pour une loi ou un texte sur la fin de vie ou l'euthanasie, j'espère qu'Emmanuel Macron tiendra ses promesses. Lynn Renaud nous le dit, alors croyons-la. Mais voilà, je ne ferai rien de plus que ce livre-là. Thomas Mizrachi, plusieurs questions dans ce livre. D'abord, dire encore une fois que, pour revenir à Sylvie, parler d'elle, qu'elle parle avec sincérité, très franchement, peut-être une pointe d'amertume parfois, je ne sais pas, mais elle dit vraiment le fond de ce que l'on doit entendre, c'est ne plus avoir envie de vivre quand on a certainement la sensation aussi d'avoir tout vécu. Oui, mais il y a de ça aussi, il y a une fatigue, j'imagine. J'ai une fatigue, enfin, je ne sais pas la vie que vous avez, moi j'ai une vie pleine et riche et je suis très heureux. Après, je pense qu'il y a un moment dans la vie où ceux qui ont eu la chance d'avoir tout ça, ou même ceux qui n'ont pas eu tout ça, mais qui sont fatigués par les années, qui sont éreintés par le temps qui passe, qui n'ont plus peut-être la volonté de continuer à se battre. Alors vous appelez ça de la lâcheté, du courage, comme vous voulez, peu importe, mais je pense qu'il y a un moment où on doit avoir le choix, voilà, le choix de décider pour soi, sans imposer rien aux autres. C'est un choix en plus, ça n'enlève rien à personne. Et c'est ce qu'elle avait fait, c'est ce qu'elle avait décidé de faire. Elle avait décidé de se fixer un âge, de se fixer une limite. Et moi, les dernières fois où je l'avais vue, voilà, elle en avait ras-le-bol. Elle ne trouvait plus l'énergie qu'il faut pour vivre. Elle n'était pas dépressive. C'était pas quelqu'un qui était suicidaire. C'était quelqu'un qui avait juste fait le tour des choses, voilà, à sa manière, et qui n'avait plus la perspective du lendemain. Et sans cette perspective-là, c'est difficile d'avancer. Thomas, pour conclure, vous vous posez une grande question, vous, lors de ce dernier soir, c'est qu'est-ce qu'on éprouve dans ces derniers moments de vie? Et elle a une question, Sylvie, c'est est-ce que tu crois à la vie après la mort? C'est la question qu'elle vous pose. Vous n'arrivez pas à lui répondre, enfin, c'est non, parce que je m'y attendais pas du tout, évident. Pour être honnête avec vous. Ouais. Et dans le doute, elle vous a demandé ce que vous aimeriez. Oui. Je lui ai demandé, on a eu cette discussion-là parce qu'elle m'avait raconté une anecdote avec sa mère. Et oui, mais je lui ai répondu, sur le ton de la plaisanterie, comme on répond quand on ne sait pas quoi répondre à quelqu'un. Donc je lui ai dit oui, voilà, j'ai une période de ma vie où je changeais d'appartement, où voilà, j'avais des factures de partout. Donc je lui ai dit si tu peux me donner un peu, me faire avoir un peu d'argent, ce serait formidable. Et puis je sais plus ce que je lui dis, un livre, peut-être une histoire à raconter, voilà. Donc c'est drôle évidemment parce que j'ai écrit ça avec malice, puisque ce livre, quand je l'ai écrit, je savais pas que ça allait être un livre, je savais pas que ça allait sortir, mais ce livre est sorti, et pour l'argent, je le dis, je le raconte dans le livre, et ça c'est vrai aussi. Ma mère est morte 3 mois après. Elle avait un petit appartement là où elle habitait, et j'en ai hérité. Donc voilà. Donc après, on peut faire les liens qu'on veut. Vous savez, vous connaissez probablement l'histoire d'Umberto Eco et des mesures similaires entre les pyramides d'Égypte et les kiosques à journaux à Paris. Voilà. Donc, on a cette capacité, nous humains, à faire des liens quand on veut avoir des réponses, voilà, et on aime avoir du sens, et on déteste au contraire ne pas comprendre les choses, et donc on va faire des liens qui sont pas forcément des liens avérés, mais voilà, c'était une petite anecdote que je raconte dans ce livre-là, mais c'était vraiment, il faut pas le lire littéralement, c'était une discussion comme on pourrait avoir entre amis qui se marrent et qui disent voilà, qu'est-ce que quand je serai mort, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, voilà.
Et l'arc-en-ciel alors? L'arc-en-ciel, il paraît que c'était vrai. Voilà, l'arc-en-ciel et le fait qu'elle se soit débarrassée de son collègue de travail gênant, il paraît que c'est vrai. Voilà. Alors ça c'est, je raconte une histoire qu'elle m'a racontée. Est-ce que je suis allé vérifier? Journalistiquement parlant, non. Je veux bien l'admettre, évidemment, parce que voilà, c'est une discussion entre amis, encore une fois. Merci Thomas Mizrachi. Dans cette partie d'émission, on va toujours à la rencontre de vous. Et puis, on va découvrir toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Annabelle Guiraud. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle. Bonjour Thomas. Bonjour Annabelle. Dans cette chronique, on va entrer dans votre univers culturel et parler d'artistes que vous appréciez. On va commencer avec de la musique qui fait danser, voire qui pourrait vous faire danser toute la nuit. Vous êtes prêt Thomas? Je suis prêt. Alors direction Marseille, le Vieux-Port, la Bonne Mère, la Dame Noire et un DJ 7h que vous adorez, Fred Noir. Écoutons ensemble un extrait de sa dernière création, You Are Looking Good. De son vrai prénom, Frédéric Mizrachi. Un lien de parenté? Oui, c'est mon cousin. C'est mon cousin et c'est une personne que j'admire beaucoup et qui a un talent incroyable et j'adore ce qu'il fait. Voilà. Alors faisons connaissance avec votre cousin. Flashback. Nous sommes dans les années 2000. Fred Noir devient cofondateur et directeur artistique de La Dame Noire, un label de musique basé à Marseille. La Dame Noire, c'est aussi un dancing installé dans l'une des salles du trolleybus. Je pense qu'il va me tuer là quand s'il écoute ça, il va me tuer. Une des discothèques historiques du Vieux-Port. On y joue une musique fidèle au label de La Dame Noire. De l'électro au tempo très lent, des sons originaux mixés par des DJ venant des quatre coins du monde. Fred Noir, c'est aussi un DJ, reconnaissable par des DJ sets. Enfin, des sets entre 100 et 120 battements par minute. Il est connu pour faire monter la tension lentement en traversant divers styles. Balearic disco, à la slow techno, en passant par la dark disco. Pas étonnant qu'il ait notamment partagé la scène avec de grands noms comme Robotini, Kavinsky ou Chloé par exemple. Pour écouter les morceaux, remix et playlists de Fred Noir, vous avez 3 solutions. Direction son profil SoundCloud, une soirée marseillaise à la Dame Noire, ou bien se veiller ses prochaines dates en Europe ou au Japon. Voilà, exactement. Et on continue en musique avec un tout autre style, le groupe Radiohead. Oui, Radiohead, célèbre groupe de rock anglais formé en 1985. Composé du chanteur Tom York et de 4 autres membres, les Radiohead ont participé à la progression du rock alternatif. Aujourd'hui, je vous propose de partir sur les traces de leur célèbre tube, No Surprises, reconnaissable entre 1000 extraits. Nous sommes en 1995, c'est la première fois que l'on entend No Surprises. Une chanson qui sonne, une chanson qui a traversé les années et qui reste ancrée dans nos mémoires. Vous allez me dire, c'est parce qu'on l'a entendu dans des films connus. Oui, c'est vrai, on l'a entendu dans les films, L'Auberge espagnole de Clapiche. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants d'Yvan Attal et dans la série Dr House. Mais il y a autre chose qui fait qu'on n'oublie pas cette chanson, c'est son tempo. Oui, vous savez, ce doux son mélodieux, ce riff de la guitare électrique qui nous saisit et nous tient en haleine jusqu'au bout. Et c'est là que Radiohead a performé. Le groupe a arrivé à créer une ambiance musicale qui contraste totalement avec les paroles dures et tristes de la chanson. No Surprises relate la complexité de la vie moderne, suggère la souffrance d'une personne qui ne se sent pas en phase avec la société dans laquelle elle vit, qui croule, voire qui s'écroule sous le poids d'une vie épuisante et qui aspire à autre chose, vivre de façon plus tranquille et heureuse. Avec No Surprises, on se fait embarquer par son rythme et son histoire mélancolique. Avec No Surprises, on est aussi libre d'interpréter, imaginer la fin de la chanson. Ce que serait une vie plus tranquille et heureuse. Thomas, c'est quoi pour vous une vie tranquille et heureuse? C'est ce que j'ai, voilà. Ça, c'est joliment répondu. Allez, on poursuit évidemment cette chronique avec de la lecture, avec un ouvrage que vous êtes en train de lire, Thomas Mizrachi, qui s'intitule Veiller sur elle. Je l'ai terminé. Alors c'est bon. On peut spoiler. on peut y aller. Oui, Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréen, prix Goncourt 2023. L'histoire se déroule en Italie. On est en 1986. Michelangelo Vitaliani, surnommé Mimo, est un vieil homme mourant, retiré dans un monastère. Ancien sculpteur, il veille sur elle. Sa dernière statue, une Pietà, une vierge portant le Christ mort sur ses genoux.
Plongé dans ses souvenirs, Mimo nous livre alors l'histoire de sa vie. Issu d'une famille pauvre et doté d'un corps qui a oublié de grandir, cet homme va connaître un parcours de vie non prédestiné. En 1916, il est envoyé sur les plateaux de Pietra d'Alba pour y apprendre la sculpture. Là-bas, Mimo rencontre Viola, héritière d'une riche famille génoise, ambitieuse et éprise de liberté. S'ensuit un amour complexe, entremêlé de séparation et retrouvailles. L'histoire ne va pas être la même pour les deux héros à partir de 1920. Le fascisme apparaît et monte. Et là, du haut de son mètre 40, Mimo va s'affranchir de sa condition pour devenir un sculpteur de renom. Mais Viola, elle va se heurter aux réalités de l'Italie fascisante, qui réduit les femmes à un rôle silencieux d'épouse. Tous deux vont se battre pour leurs rêves et leurs idéaux. Viola pour sa liberté de femme dans une société patriarcale, et Mimo pour celle de son art, exposé au succès et aux enjeux politiques du fascisme montant. Veillez sur elle, de Jean-Baptiste Andrea aux éditions L'Iconoclaste. Pourquoi vous avez aimé ou ne pas aimé ce livre, J'ai Thomas adoré Mizraki? ce livre. Il est incroyable. D'abord parce qu'on traverse le siècle dernier. Ensuite parce qu'il est raconté avec une simplicité remarquable. Il n'y a rien de prétentieux dans l'écriture. Et à partir du moment où vous avez lu 15 pages de ce livre, eh bien, vous ne pouvez plus le lâcher. Vous savez, ça fait partie des livres que vous commencez à lire de moins en moins vite, plus vous avancez, parce que vous vous dites que vous arrivez à la fin. Et vous voyez cette fin arriver, et vous ne voulez pas qu'elle arrive, cette fin. Très sincèrement, moi, ça faisait un petit moment que j'avais plus lu un aussi bon livre. J'avais adoré... alors évidemment, il suffit que Le Voyant des Tempes, je crois que c'était, qui était magnifique aussi, tout autre style, évidemment. Mais Veillez sur elle, vraiment, enfin, je vous le recommande. Si vous n'avez pas lu ce livre, il faut le lire, absolument. Jean-Baptiste Andrea aux éditions L'Iconoclaste. Et on termine cette chronique avec le dernier film qui vous a beaucoup ému, Perfect Days. Oui. Perfect Days de Wim Wenders, un film sorti en novembre 2023 et qui a remporté le prix d'interprétation masculine au dernier festival de Cannes. Perfect Days, c'est un long métrage qui nous plonge dans le quotidien d'un Tokyoïte quinquagénaire, Hirayama, agent d'entretien des toilettes publiques high-tech de Tokyo. Un travailleur appliqué. Un héros modeste et taiseux, également passionné de lecture, musique et photographie. Dans ce film, Hirayama est un homme en quête de sobriété face à la frénésie du monde urbain qui l'entoure et dans lequel il vit. Mais la rencontre surprise avec sa jeune nièce va le confronter aux limites de son quotidien, réglé comme du papier à musique. À partir de là, la répétition du quotidien va devenir étouffante et la vie n'apparaît alors plus aussi sereine pour ce héros. Je vous propose de se quitter avec la sage voix d'Hirayama. Kondo wa kondo. Ima wa ima. Perfect Days, actuellement au cinéma, est disponible aussi sur MyCanal pour les abonnés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Annabelle. Merci. C'est encore disponible au cinéma. Oui, tout à fait. À peu près dans 8 salles à Paris. C'est à noter, voilà, pour ceux qui veulent aller voir ce film, que vous avez donc beaucoup aimé, Thomas Oui, il y a un autre film que je viens d'aller voir qui est absolument incroyable, qui est probablement, je ne sais pas si on peut dire encore mieux, mais en tout cas beaucoup plus fort, qui s'appelle La Zone d'intérêt. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non. Ça raconte le quotidien d'une famille nazie qui habite juste à côté d'un camp de concentration. Et c'est bluffant. Voilà, c'est inouï. C'est John Glazer qui a fait ce film. C'est un film coup de poing. Je peux vous dire que c'est très difficile, très très difficile. Mais si je devais vous donner un conseil et un film à aller voir au cinéma en ce moment, vous n'en ressortirez pas indemne. La zone d'intérêt au cinéma. Merci beaucoup, Annabelle Guiraud. À la semaine prochaine sur Radio J. Exactement, la semaine prochaine. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et on va poursuivre cette émission, Thomas Mizraki, avec une petite séquence qui s'intitule L'introspection et une citation d'abord d'Oscar Wilde qui a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Essayons, si vous le voulez bien, de faire ça maintenant avec 10 questions pour encore mieux vous connaître. Thomas Mizraki, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le tout début, vous changeriez quoi ? Rien. Quel conseil vous donneriez à un enfant, peut-être la vôtre, pour réussir sa vie ? De croire en lui. Y a-t-il eu un plus bel âge dans votre vie et pourquoi ? Celui qui vient. Parce que je ne le connais pas. Y a-t-il eu une erreur, mais que vous avez résolue ? Il y a eu tellement d'erreurs que je n'ai jamais résolues. Qu'aimeriez-vous faire, mais que vous ne faites pas ? Beaucoup trop de choses. Une chose.
C'est difficile ça comme question. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Prendre plus de temps peut-être pour moi. Y a-t-il une chose que vous avez faite ces derniers mois, on va dire 2023, l'année entière jusqu'à nos jours, et dont vous vous souviendrez toute votre vie? Écrire ce livre, le dernier soir. Si je vous parle d'amour, cela résonne comment? C'est la plus belle chose au monde, évidemment. La solution à tout. Si vous pouviez changer une seule chose, Thomas, sur votre corps, sur votre personnalité, ce serait quoi? Oula, il y a tellement de choses à faire là, je ne sais pas. Si vous étiez président de la République, quelle serait votre première mesure alors? Je ne serai jamais président de la République. Il faut être fou pour vouloir être président de la République. J'ai été délégué de classe en 6e, ça m'a traumatisé, donc non. Pour terminer, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous? Que j'ai fait ce que j'ai pu. Je rappelle qu'on peut retrouver cette séquence en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et puis j'ai choisi une chanson à vous faire écouter, Thomas Mizrachi, et j'ai hésité entre la chanson Encore un soir de Céline Dion, et puis je me suis dit non. J'ai pensé à la chanson de Vianney sur son dernier album avec Renaud qui s'intitule Maintenant. Est-ce que vous la connaissez? Pas du tout. Alors ça va être une découverte avec une phrase que j'ai trouvée qui rebondissait parfaitement avec votre livre Le Dernier Soir aux éditions Grasset. Certains voudraient vivre mieux, c'est une erreur, il faut vivre mieux. J'ai fait mon sac 100 fois, jamais sûr d'être au bon endroit. Je regarde le monde et je m'y fais pas, immonde et sublime à la fois. Je me pose 1000 questions par jour, je suis au tiers du parcours. Est-ce que vivre vieux vaut le détour? On veut marquer l'histoire, manger le monde, hanter les mémoires. L'ego s'égare, alors on tombe à travers le miroir. De jeunes et dociles, on finit fossile. Est-ce que penser à demain est utile ou dérisoire? Je suis prêt à me battre encore 1000 ans, et je vais le faire pour mes enfants. Avant j'avais jamais peur, puis je suis devenu parent. J'ai peur de l'avenir, non pas du mien mais du leur. Non pas des liens mais du pire. Montent les mers, fanent les fleurs. Les anciens nous enseignent, les gamins les emmerdent, et tout ça ne changera pas. C'est fini les lèvres, fini les rêves, fini les dits papa. Toi qui as vécu 1000 vies, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que la vie se vit au paradis ou ici-bas? Maintenant, mais pas après. Chérie, l'instant, balayer le passé. Certains voudraient vivre vieux. C'est une erreur, faut vivre mieux. Maintenant, mais pas après. Chérie, les gens, balayer les regrets. Certains voudraient vivre vieux. Moi j'ai pas l'heure, tant mieux. J'ai fait mon sac 100 fois, un jour on le fera pour moi. Et je le saurai même pas, mais ce sera la dernière fois. J'y pensais jamais, pourtant je devrais. Pourtant je sais que je vais pleurer si j'ai rien vécu d'ici là. Donnez-moi d'être pardonné, jetez-moi si j'ai rejeté. À quoi bon le pouvoir des mots s'il ne sert au devoir d'aimer? Pour garder l'ivresse de ma jeunesse, pour tenir mon cœur allumé. Dis-moi le secret, c'est maintenant, mais pas après. Chérie, l'instant, balaie le passé. Certains voudraient vivre vieux, c'est une erreur, faut vivre mieux. Maintenant, mais pas après. Chérie, les gens, balaie les regrets. Certains voudraient vivre vieux, moi j'ai pas l'heure, tant mieux. Certains voudraient vivre vieux, moi je veux partir heureux.
Voilà pour cette chanson issue du dernier album de Vianney. Est-ce qu'elle vous plaît? Elle est magnifique. Et puis Renaud quand même. Ouais, une très belle chanson que j'ai trouvée tout à fait adaptée. Allez, vous allez rester avec nous sur Radio J. Dans un instant, on va découvrir Tom Poisson. Il y a du bruit qui est notre coup de cœur aujourd'hui. Et puis notre coup de cœur du jour nous rejoint dans un instant en visio. Notre expert Joseph Agostini pour le portrait de notre invité. Et bien sûr, suivi de la pause et du journal de l'info. Restez avec nous sur Radio J. Et belle écoute. On aime beaucoup Fred Noir, qu'on embrasse très fort. Fred Mizraki, mais tout de suite, c'est Tom Poisson, le coup de cœur avec Y'a du bruit sur Radio J. Est-ce que tu sens l'odeur du journal de 20h? Est-ce que tu sens monter la peur incandescente? Est-ce que tu sens la frousse et l'envie qui te pousse comme un vent de panique qui souffle sur les pentes? Ah, vite choisir ton camp. Ah, porter son drapeau. Ah, avant même de comprendre quel en est le credo. Y'a du bruit, je ne m'entends même plus réfléchir. Y'a du bruit, est-ce qu'on peut ralentir? Y'a du bruit, est-ce qu'on peut éviter le pire? Y'a du bruit, est-ce qu'on peut revenir? Est-ce que tu sens l'odeur du journal de 20h? La fin d'un modèle épuisé, obèse. Est-ce que tu vois le vide, les discours insipides de ces bonimenteurs qui soufflent sur la braise? Ah, diviser tout le temps. Ah, ne pas voir venir. Ah, abîmer les gens, bousiller l'avenir. Y'a du bruit, je ne m'entends même plus réfléchir. Y'a du bruit, est-ce qu'on peut ralentir? Y'a du bruit, est-ce qu'on peut éviter le pire? Y'a du bruit, est-ce qu'on peut revenir? Et au lieu de brailler, est-ce qu'on peut essayer de ne rien dire du tout? Et seulement d'écouter, seulement respirer. Y'a du bruit, je ne m'entends même plus réfléchir. Y'a du bruit, Y'a du bruit. Y'a du bruit, je ne m'entends même plus réfléchir. Y'a du bruit, est-ce qu'on peut ralentir? Radio J. Radio J. Oh, I wanna dance it for me, baby. I'm scared. Take it, mama, mama. Take it, mama, mama. Radio J. On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. Vous écoutez Radio J. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etani Belaïch. Bonjour
Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. 136e jour de guerre contre le Hamas et la Cour internationale de justice a ouvert des audiences sur la Judée-Samarie. L'instance basée à La Haye aux Pays-Bas a entamé ses audiences à la demande de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'ONU qui cherche à clarifier, je cite, les conséquences juridiques de la violation continue par Israël du droit des Palestiniens à l'autodétermination et de la colonisation du territoire palestinien occupé depuis 1967. Objectif que le tribunal statue sur le règne d'Israël sur Jérusalem-Est notamment, un règne illégal de 56 ans toujours selon l'ONU. Israël, qui n'accepte pas la compétence de la Cour sur ces questions, n'a pas souhaité envoyer de délégation à La Haye pour fournir des contre-arguments. Pendant ce temps, Tsahal poursuit ses opérations dans la bande de Gaza. Hier, une roquette a été tirée depuis le centre du territoire et est retombée dans une zone inhabitée près du kibboutz de Be'eri. Quelques minutes plus tard, un avion de combat israélien a mené une frappe en direction de la source du tir. D'autres cellules terroristes armées qui opéraient à proximité ont également été éliminées. Les opérations terrestres dans la bande de Gaza devraient se poursuivre pendant encore 1 mois et demi à 2 mois, Pascal Sunshine. C'est en tout cas ce qu'affirme l'agence Reuters qui cite ce matin des sources israéliennes. Les opérations militaires dans la bande de Gaza pourraient se prolonger encore durant 6 à 8 semaines, ce qui permettrait d'affaiblir davantage les capacités du Hamas avant de passer à une campagne de moindre intensité, essentiellement composée de frappes aériennes ciblées et d'opérations des forces spéciales de Tsahal. Durant ces 6 à 8 semaines restantes, Israël devrait aussi procéder à la dernière partie de son offensive, à savoir celle sur la ville de Rafah, la plus au sud du territoire palestinien, ce qui lui permettrait de tenir ses objectifs de démantèlement des capacités militaires du Hamas et en particulier des 4 derniers bataillons dont il dispose à Rafah. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. L'État hébreu menace de mettre à exécution son offensive à Rafah sans la libération des otages avant le Ramadan, soit au plus tard le 10 mars prochain. Une menace faite en dépit des pressions internationales pour protéger le 1,5 million de Palestiniens entassés dans la ville. Si d'ici au Ramadan, les otages ne sont pas à la maison, les combats continueront partout, y compris dans la région de Rafah. C'est ce qu'a déclaré le ministre du cabinet de guerre, Benny Gantz, ce matin. Dans l'actualité internationale, l'épouse d'Alexeï Navalny, mort en détention dans les prisons russes, doit rencontrer les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne cet après-midi. 3 jours après le décès de son mari, Yulia Navalnaya estime le président russe Vladimir Poutine personnellement responsable de la mort de son époux. Elle appelle la communauté internationale à s'unir pour infliger une défaite à ce régime terrifiant. Écoutez Evgenia Karamurza, épouse d'un autre prisonnier politique russe toujours détenu, Vladimir Karamurza. C'était un assassinat politique. L'assassinat politique comme une méthode d'éliminer des opposants a été utilisé par le Kremlin depuis des années. Et mon mari a survécu à 2 attentats d'empoisonnement dans le passé, en 2015 et en 2017. Et les 2 fois, sa chance de survie a été estimée à 5%. Chaque personne qui s'oppose à Vladimir Poutine, soit à l'intérieur de la Russie, soit à l'extérieur, est en danger. Evgenia Karamurza, l'épouse de Vladimir Karamurza, prisonnier politique russe. Elle était ce matin au micro de nos confrères de France Inter. En France, la mobilisation des agriculteurs reprend à quelques jours du salon de l'agriculture. À l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur, plusieurs cortèges de tracteurs ont convergé vers le centre de Marseille ce matin, où un rassemblement s'est tenu à 10h devant le MUSEM avant une manifestation sur le Vieux-Port. Pour les 2 syndicats, les annonces faites par le Premier ministre ont du mal à se concrétiser dans la région. Enfin, un film dont on a beaucoup parlé sur Radio J, La Zone d'intérêt, a gagné 2 prix au BAFTA, l'équivalent britannique des Oscars. Le trophée du meilleur film britannique est celui de meilleur film dans une autre langue que l'anglais. La Zone d'intérêt est un long métrage de Jonathan Glazer qui raconte la vie de rêve menée par le commandant du camp d'Auschwitz-Birkenau et sa famille en plein massacre de millions de juifs à quelques pas de chez lui. C'est donc le premier film à cumuler les 2 récompenses. Autre film victorieux lors de cette cérémonie de remise de prix, Oppenheimer, qui a remporté 7 titres et qui semble donc désormais assuré de connaître une soirée triomphale aux Oscars. Ce sera le 10 mars prochain. Et merci beaucoup Etanit Belaïch, on vous retrouve demain à partir de 14h en attendant une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec mon invité Thomas Mizraki et mon coup de cœur sur Radio J. Radio J.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio J. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci pour votre fidélité avec mon invité aujourd'hui, Thomas Mizraki, pour son premier livre intitulé Le Dernier Soir aux éditions Grasset. Tout de suite, on découvre ensemble le coup de cœur sur Radio J. Bonjour Tom Poisson. Bonjour, merci beaucoup d'être notre invité aujourd'hui. On a découvert il y a quelques minutes cette chanson Il y a du bruit sur l'antenne de Radio J. C'est un plaisir de vous découvrir. Elle est issue de votre album qui n'est certainement pas le premier, qui s'intitule Jean-Michel. Vous serez en concert au Café de la Danse le 28 mars prochain. Racontez-nous comment vous avez démarré dans le milieu musical tout d'abord, Tom Poisson. C'est cette envie de fabriquer avant toute chose en fait, cette envie de fabriquer un truc au travers duquel s'épanouir. Moi, cette matière brute qui était la chanson en français m'a toujours plu. J'ai toujours souhaité la manipuler. Enfin, quand je dis toujours, pas du tout, parce qu'avant c'était plus le ballon rond quand j'étais gamin. Ça vous fait un point commun avec notre invité Thomas Mizraki aujourd'hui. Voilà, mais comme j'ai raté ma carrière de footballeur, eh bien, je suis toujours aujourd'hui chanteur en développement, voilà. Mais c'est cette envie de fabriquer un peu, voilà, comme un artisan, de manipuler une matière et de s'épanouir au travers de cette matière. J'aime beaucoup le fait que vous disiez chanteur en développement. Vous avez 20 ans de carrière, 14 albums édités. C'est votre 7e album en solo, je crois savoir. Et je crois aussi savoir qu'au départ, vous étiez en groupe avec les Fouteurs de Joie, c'est ça ? Pas au départ, les Fouteurs de Joie continuent à tourner. On fait à chaque fois qu'on fait un spectacle, on fait environ 300 dates. Donc finalement, il n'y a pas beaucoup de groupes en France qui tournent autant que les Fouteurs de Joie. Ah oui, c'est vrai. Mais même si on n'est pas trop sur les médias, on fait notre métier sur la route, dans les centres culturels, dans les théâtres municipaux, dans les scènes nationales, voilà, les salles assises, parce qu'on a cette proposition semi-acoustique, voilà, qui nous oblige à ne pas jouer sur un podium en pleine journée dans les festivals, voilà. Il nous faut un peu plus d'écoute, on va dire. Mais c'est un peu pareil pour Tom Poisson, il faut un petit peu d'écoute. Alors Tom Poisson, on est en train justement de découvrir cette chanson Il y a du bruit sur l'antenne de Radio J, issue de votre album Jean-Michel. Jean-Michel qui est votre vrai prénom. Et alors j'avais envie de vous demander, est-ce que c'est un retour aux racines comme on dit, et pourquoi Tom Poisson ? C'est un peu accidentel en fait. Le premier album en 2004, parce que là précisément... je sais pas si je le fête ou si on doit le fêter ou pas, mais en tout cas, en 2004, je faisais mon premier album qui s'intitulait Tom Poisson fait des chansons, pour nous relier à la question précédente. Et là, effectivement, quand on avait fabriqué ce gros panier d'une quinzaine de chansons qui allait constituer l'album, je me suis rendu compte à quel point tout cela était très intime. Alors l'intérêt pour vous auditeurs, c'est pas forcément qu'un type comme moi se raconte à vous, mais c'est plutôt par analogie. Je pense que tout ce qui je me considère comme tout à chacun citoyen du monde, et j'ai des préoccupations humaines, j'ai des préoccupations sociales, j'ai des préoccupations politiques, et tout ça je les ai couchés sur ce qui est quasiment une carte d'identité de ma petite personne. Mais au-delà de ça, j'espère surtout que ça, par analogie, ça va toucher d'autres, l'auditeur en général. On va écouter Tanguy alors. De tempête, ça bouge dans ma tête. Accroche-moi, ça va secouer. Je viens payer ma dette. C'est fini la fête. Il faut que je roule sans m'arrêter. Tous se mettent à tanguer. Tous se mettent à tanguer. Je suis pas un oiseau rare, il faut tout recommencer. Tous se mettent à tanguer.
était si calme. Mon avis en larmes va rendre l'âme. On va tomber. Ça me rend malade, rien que d'y penser. Sortir mes pas, ne pas couler. Tous se mettent à tanguer, tous se mettent à tanguer. Je suis pas un oiseau rare, il faut tout recommencer. Tous se mettent à tanguer, tous se mettent à tanguer. Il n'est jamais trop tard pour s'envoler. Tom Poisson avec ce titre Tanguay que nous allons continuer d'écouter. On sent ces petites sonorités électro, hein. Ouais, c'était une envie, ouais, c'était une idée, c'était une envie d'aller de ce côté-là, ouais, d'une musique que je peux écouter, mais que, voilà, je me disais qu'il y avait peut-être un lien à trouver, une passerelle à trouver entre de la musique électro un peu organique comme ça, avec des sons relativement chauds, et puis la chanson en français. Qu'est-ce qu'on trouve dans votre album? Eh bien, cet album Jean-Michel, 14 titres, où vous parlez de tanguay, de bruit, de locomotive, de dinosaures, de glaise entre les mains, d'éphémère, du mandala. Rester dans les bras, vous parlez d'hommes, de venir, de sous les doigts. En effet, il y a l'imaginaire et il y a l'ivresse. On sent qu'il y a quelque chose d'un peu pressé, empressé. C'est ça que vous avez envie de dire? Quand j'écris, il n'y a pas c'est plutôt un geste, mais il n'y a pas une envie de donner un message précis, en fait. Je me rends compte que le message, il me rattrape malgré moi. Donc, c'est souvent comme ça. Effectivement, la chanson qu'on vient d'écouter, c'était un peu le point de départ de l'album où j'allais évidemment pas très fort à ce moment-là, comme la chanson peut en témoigner. Ça s'appelle Tanguay, c'est l'histoire d'une tempête intérieure. Et puis ces périodes, elles sont un peu fécondes quelque part. Ces périodes, elles nous aident à mieux rebondir, à mieux se positionner au monde pour la suite. Et puis l'album, il est... ouais, je suis un citoyen du monde, donc comme je disais tout à l'heure, un peu préoccupé comme tout à chacun. Et j'en parle. Malgré tout, il y a cet optimisme qui jaillit au fil de l'album. Si la première moitié de l'album est un petit peu inquiète, on va dire, ça s'ouvre, il y a davantage de lumière plus on avance dans l'album. C'est exactement ça. Au début, il fait sombre, c'est la tempête, et puis finalement, l'envie, la vie reprend le dessus. C'est ce qu'on découvre dans cet album. Qu'est-ce que vous faites, vous, précisément, Tom Poisson, dans cet album? L'écriture, est-ce que vous êtes à la composition également? Est-ce que vous êtes accompagné? Jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait paroles et musique. Et puis là, avec mon acolyte qui a réalisé l'album, il m'a proposé quelques mélodies, notamment certaines qu'on a fabriquées ensemble et d'autres où il est entièrement compositeur. Voilà. Alors je crois qu'il y a... Celle-ci, par exemple, c'était vraiment l'histoire, pour reparler de Tanguay, c'était des mots couchés sur le papier mais qui n'étaient pas forcément destinés à faire une chanson. Et puis il s'est mis au piano pendant que moi j'étais en train de faire la cuisine. Et puis finalement c'est devenu une chanson. On a tiré le fil tous les deux jusqu'à voilà. Et finalement vous avez fait une belle salade tous les deux, comme on dit, en faisant la cuisine ensemble. C'est de la cuisine. Hein, exactement. On dit souvent c'est notre cuisine interne. C'est Alex Léoto qui vous a accompagné ou c'est Franck Loriou? Alors Franck Loriou, c'est le photographe, c'est celui qui a fait le visuel de l'album. Voilà, ce bonhomme assis sur une chaise, en l'occurrence celui qui s'appelle Jean-Michel. Hein. Donc c'est vous. Il s'agissait de photographier un bonhomme, puisque le titre de l'album c'est le prénom d'un bonhomme en entier, c'est-à-dire des pieds à la tête. Voilà, presque comme un objet, quoi. Et puis non, il y a beaucoup de gens qui ont collaboré. Vous parliez d'Alexandre Léoto qui a fait une partie des arrangements de cordes. Voilà, il y a Emiliano Turi qui est le directeur musical de Jeanne Haddad notamment, qui a aussi beaucoup mis son grain de sel dans les rythmiques, dans les programmations, dans les couleurs un petit peu justement électro.
Voilà, Alice Chiaverini qui est à mes côtés sur scène aussi, avec qui on joue demain d'ailleurs. C'est notre première demain à Cyrielle, figurez-vous, à Bru en Bretagne. Voilà. À Bru en Bretagne, ça vous faites très bien nous le dire. Et puis on n'oublie pas, nous en tant que Parisiens, votre concert au Café de la Danse le 28 mars prochain. Qu'est-ce qui nous attend? Certainement la chanson Les Nouveaux Dinosaures que nous allons continuer à écouter et commencer à écouter pendant que nous sommes en train de parler. Mais racontez-nous. Respire. Eh bien ça, c'est une chanson qui traite d'un thème désopilant, hein, le thème de la fin du monde. J'ai souhaité en parler comme d'une chose tellement imminente qu'on savait que c'est allait être ce soir. Et je m'octroie une dernière petite promenade dans ce monde brûlant qui s'évapore avec ma fille et je m'adresse à elle. Voilà. Je trouvais finalement la situation un peu cocasse, entre guillemets, en tout cas incongrue et intéressante à traiter, parce qu'on nous parle tout le temps de cette fin du monde imminente et finalement de se dire, à force d'en parler, c'est ce soir à 19h45 et voilà, c'était cette posture. Ouais, quand vous me parlez comme ça, j'ai l'impression de me revoir devant la télé avec Emmanuel Macron qui nous dit qu'on va être confinés, et ce sentiment de fin du monde qu'on a pu éprouver quasiment à la même heure. Tom Poisson, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Est-ce qu'il y a un message à passer? Est-ce que vous êtes autoproduit ou alors est-ce que vous voulez éventuellement être accompagné davantage? Est-ce que vous voulez bien évidemment, on sera là au Café de la Danse le 28 mars prochain, mais c'est le mot qui vous appartient. Eh bien, comme vous le dites, je suis producteur indépendant, autant que chanteur. J'ai toujours eu les mains dans le moteur. Moi-même, quand j'ai travaillé avec des maisons de disques très identifiées, j'ai toujours produit mes albums, voilà. Et quand je vous disais, je suis chanteur en développement, eh bien, c'est une plaisanterie, mais c'est aussi une réalité. Et pourvu que ça dure finalement. Donc la chose que je souhaite à toute l'équipe, parce que ça a beau être le nom d'un bonhomme, c'est vraiment une équipe au sens large. Hein. Là sur l'album, sur la tournée qu'on est en train de mettre en place, il y a une trentaine de personnes quand même. Hein. Voilà, donc non, écoutez-nous tout simplement, écoutez cette proposition artistique. L'album est et sur toutes les plateformes, voilà, donc n'hésitez pas. À retrouver donc sur toutes les plateformes cet album qui s'intitule Jean-Michel. Merci beaucoup Tom Poisson d'avoir été notre coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio J. Merci à vous. Merci, et puis on écoute la chanson entièrement. Il nous reste un peu d'air encore. Regarde, un oiseau sous partant d'effort. Ce qu'il peut dans un ciel fiévreux. On s'est moqué de tout. Maintenant même les oiseaux s'en foutent. Au pire, on peut se balader encore. Regarde, le monde brûlant qui s'évapore, ses fleurs tordues, les biches biscornues. Comme c'est curieux de savoir que la fin du monde a lieu ce soir. Épaules, tu montes encore. Regarde, tu n'as pas l'air d'un dinosaure, d'une espèce ancienne, mais y a du sang dans nos veines qui commence. Allez, tout de suite, c'est le portrait sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen.
Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, Thomas Misraki, on ne dit jamais ce qui va se passer forcément. Et donc à ma gauche, il y a Joseph Agostini dont le visage vous dira peut-être quelque chose, qui est psychanalyste, qui occupe pas mal les plateaux notamment de BFM TV. J'ai fait ma première télé à BFM avec vous, Thomas. Et ben voilà. Il y a très longtemps. Comme quoi, on est tous passés par BFM avec Thomas Misraki. Absolument. Et je disais moi-même tout à l'heure que nous avions travaillé très brièvement ensemble, mais pas assez pour s'en souvenir évidemment. Et alors Joseph Agostini, bonjour, c'est votre portrait aujourd'hui. Bonjour Cyrielle, oui absolument. Alors j'ai noté déjà les 3 mots-clés, on se croirait dans Fort Boyard, je trouve. Patient, impatient, curieux, il faut deviner. Alors on va brainstormer ensemble, patient, impatient, curieux. Il y a plein de choses qui me sont venues évidemment à cette évocation, parce que déjà il y a une forme d'oxymore, évidemment, patient, impatient à la fois. Mais au fond ça c'est comme la vie, je trouve ça très pertinent de dire patient, impatient à la fois, parce qu'on est tous plus ou moins ambivalents à cet endroit. Heureusement d'ailleurs, si on était absolument patient ou absolument impatient, on serait incurable. L'issue, elle est peut-être dans cette contradiction, au fond. Donc patient, impatient et curieux, finalement, pour couronner le tout, ou peut-être pour ouvrir aussi la curiosité comme une nécessaire ouverture au monde. Ne pas trop se regarder le nombril, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je ne suis pas. Après tout, je suis avant tout curieux et vers les autres. Alors, l'enfant modeste qui choisit de ne pas croire en Dieu sans prosélytisme. Voilà comment d'abord je dresserai ce portrait pour résumer. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'enfant modeste qui choisit de ne pas croire en Dieu, qui voit, alors ça j'ai trouvé ça très émouvant aussi quand vous disiez ça, parce que il y a quelque chose effectivement de fondamental là-dedans, qui voit du sens dans certaines choses, mais se souvient que l'être humain cherche du sens et préférera toujours ce qui en a à ce qui n'en a pas. Je trouvais ça très beau et très triste à la fois. Enfin, il y a quelque chose d'extrêmement réaliste là-dedans. Au fond, on cherche du sens. On a tous envie qu'il y ait ce sens-là qui s'ouvre devant nous après notre mort, pourquoi pas. Mais se souvenir aussi que parfois, on veut à tout prix le voir, le sens. C'est-à-dire que quand il n'est pas là, on n'en prend pas vraiment conscience. En tout cas, on n'accorde pas autant d'attention aux choses qui n'en ont pas. Donc c'est ce que vous avez dit et je crois que c'est ce qui vous ce qui vous résume. Rationnel, modeste, qui écrit un livre sur les notes de son iPhone. Ça, j'ai trouvé ça aussi. Je trouve que ça vous personnalise. Qui n'a aucune leçon à donner. Je dirais que vous avez vécu cette amitié avec Sylvie, donc, dont vous parlez dans le livre, avec le cœur des justes. Ce cœur qui veille sur une femme qui s'en va élégamment, poliment. Et je me suis dit, à vous écouter, qu'on pourrait tous militer pour la possibilité de vivre et de partir avec la même énergie, la même sincérité finalement. On nous vole un peu cette sincérité quand on nous empêche de partir. Parce qu'au fond, c'est ça quand même, vivre et mourir, ça pourrait être une seule et même chose, d'une seule et même voie. C'est la même chose. Oui, mais c'est la même chose quand on a la possibilité peut-être de partir comme on a vécu. Oui, c'est vrai, mais tout le monde n'a pas ce choix-là. Ou tout le monde ne veut pas avoir ce choix-là, ce qui est un peu différent. Oui, alors ça c'est vrai, tout le monde n'a pas envie de ça, a peut-être envie d'être accompagné, qu'on lui permette, qu'on lui interdise, qu'on lui permette de ne pas partir finalement. C'est difficile de planifier sa mort, c'est difficile d'y penser, c'est difficile de l'intellectualiser. Et ça, il y a beaucoup de gens qui préfèrent simplement vivre dans l'instant sans avoir à penser à ce qui va se passer à ce moment-là. Oui, c'est ça. Alors Thomas Misraki, vous avez la perspective du lendemain. Ça, vous l'avez dit d'ailleurs au sujet de Sylvie. Elle n'avait plus justement la perspective du lendemain. C'est là qu'on décide de partir. Quand le lendemain est tellement difficile, nous est tellement coûteux même à penser. Et je me suis dit que vous qui avez écumé tellement de plateaux de télévision, qui avez fait tant de reportages, maintenant vous voulez prendre plus de temps pour vous et ceux que vous aimez. Et c'est ça la perspective du véritable lendemain au fond. C'est pas la télévision, c'est pas les reportages, c'est au fond une sorte de manière d'entrevoir le monde en prenant plus de temps, plus de disponibilité pour les autres.
Oui, peut-être aussi. Après, moi, j'ai une grosse addiction à mon travail et j'aime beaucoup ce que j'y fais. Alors évidemment, vous le savez mieux que personne, on s'amuse pas tous les jours de la même manière, on n'a pas le même plaisir dans les reportages qu'on fait, dans ce qu'on découvre, dans les conversations qu'on peut avoir avec les autres, dans ce qu'on raconte aussi, parce que c'est ça ce métier, c'est raconter avant tout. Mais pour l'instant, j'ai du mal à percevoir autre chose dans ma vie qu'un épanouissement véritablement professionnel. La chose la plus importante de ma vie, c'est évidemment ma fille, ça sans aucun doute. Oui. Mais j'ai besoin, moi, en tant qu'homme, d'avoir aussi mon propre chemin. Donc, elle prime surtout. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir aussi continuer j'aime pas le mot m'amuser parce que notre travail, c'est pas que de l'amusement, loin de là. Mais s'épanouir. En tout cas, voilà, exactement. M'épanouir de cette manière-là. Merci. On sait une chose, vous ne serez jamais président de la République car il faut être fou pour avoir le syndrome de l'imposteur et avoir envie d'être président. Voilà ce que je vous dirais pour résumer cette heure et demie d'émission. Alors, le syndrome de l'imposteur, j'ai été assez surpris de l'entendre. Je me suis dit, ça, c'est peut-être un péché de modestie, au fond, parce que vous n'êtes pas imposteur dans votre métier, Thomas Mizrachi, pour le coup. Vous travaillez beaucoup à ces reportages, vous travaillez beaucoup, vous avez foi dans votre travail. Et il y a tellement de gens dans ce métier, dans cette profession, qui sont extraordinaires. Vous en connaissez probablement un sur cette antenne très bien, Christophe Barbier. Quand vous côtoyez ce type de personnes, je pense à Christophe, je pense à Gilles Boulot, je pense à Thomas Soto, je pense à Anne-Claire Coudray, je peux vous garantir que quelle que soit mon expérience, quels que soient les reportages, les émissions que j'ai pu présenter, je n'arrive pas au quart de la cheville de ces gens-là. Et c'est pas de la fausse modestie, c'est juste que quand on a ces gens autour de soi, quand on les voit évoluer, penser, réfléchir, travailler, si on a 2 sous de lucidité, on sait où est sa place. On a le droit quand même d'avoir Thomas Mizrachi dans la liste de... Non, mais moi, pas du tout. Moi, je me souviens, si je puis me permettre de témoigner, en tant que programmatrice assistante de Thomas Mizrachi, j'ai le souvenir de vous en tant que exigeant, performant, professionnel et qui savait très bien ce qu'il voulait. Et moi, je trouvais ça très agréable. Non, mais savoir ce qu'on veut, c'est une chose. Mais après, il y a les capacités. Et encore une fois, les personnes dont je vous ai parlé, il y en a évidemment d'autres, mais ce sont des gens qui sont vraiment exceptionnels, qui ont 2 cerveaux, qui avancent. Enfin, voilà, je sais pas si vous jouez aux échecs, mais ils ont toujours 15 coups d'avance sur ce que vous pouvez penser, réfléchir. Et ça, c'est extrêmement stimulant dans notre milieu professionnel d'être avec des gens comme ça. Voilà. Après, ça nous renvoie aussi à notre propre condition. Oui, ce syndrome de l'imposteur. Moi, je vais vous dire, quand je suis arrivé à BFM TV, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Quand j'ai poussé la porte de TF1, j'ai pensé à mon grand-père en me disant qu'il aurait été fier de moi s'il avait encore été vivant. Et je me marrais tout seul en me disant, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. En tout cas, il y a eu beaucoup d'honnêteté, comme le chant de Vianney, vivre mieux plutôt que vivre vieux. Hein, c'était votre leitmotiv, on l'a bien entendu. Merci Thomas Mizrachi. Merci. Merci beaucoup Joseph Agostini pour ce portrait, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Thomas Mizrachi, venu nous voir pour ce livre Le Dernier Soir aux éditions Grasset. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci de m'avoir reçu, c'est passé très vite. Ça, c'est un beau compliment. Merci beaucoup. Merci à l'artiste Tom Poisson d'avoir été mon coup de cœur du jour sur Radio J. Merci à la réalisation audio et vidéo Philippe Sinclair et Benjamin Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Annabelle Guiraud d'avoir été à la chronique aujourd'hui. Rendez-vous demain dès 15h avec mon invité Charles-Élie Couture pour son album Contre toi. À demain. Belle journée à tous sur Radio J.